Un monde tout numérique, un monde où tout est quantifié, sans imprévu, corps, relations, comportements, avec pour objectif la marchandisation, un modèle toujours plus dominant et que critique le philosophe français Eric Sadin dans son livre « La vie algorithmique, critique de la raison numérique », un titre aux accents kantiens. Merci Eric Sadin d'être le grand témoin de ce 64 minutes. D'abord, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que veut dire cette vie algorithmique ? La vie algorithmique, c'est le fait que nous ne cessons de produire de plus en plus de données, aussi bien les individus, big data, c'est comme ça les big data, aussi bien les individus que les entreprises, que les institutions publiques. Et ce mouvement-là est amplifié aujourd'hui, exactement aujourd'hui, en 2015, milieu de la deuxième décennie, par l'extension des capteurs et des objets connectés. Je pense par exemple à l'Apple Watch, qui colle au corps, qui diffuse des informations, qui est appelé à diffuser des informations relativement à nos flux physiologiques. Donc oui, le monde aujourd'hui, de plus en plus, est tendanciellement redoublé en données. Et ces données-là rendent possible des nouveaux usages sur les individus et sur les sociétés. C'est une nouvelle lecture du monde et de l'être humain, en fait. Oui, cette lecture en données. Oui, il y a une connaissance de plus en plus précise, en continu, de comportements de plus en plus nombreux de nos vies individuelles et collectives. C'est d'ailleurs le début de votre livre. Vous présentez le quotidien d'un homme totalement assisté en fait par des applications, des innovations numériques. On précède ses désirs, on analyse sa santé en permanence, on le sécurise, c'est le but, mais au final, on le surveille. Et on finit par le priver de son libre arbitre, non ? C'est ça, c'est-à-dire que cette diffusion de données, elle est récupérée par des systèmes qui aujourd'hui ont une capacité d'interpréter les situations. Par exemple, je suis dans une rue, relativement à mes historiques, à mes actions passées, et bien relativement aussi à ma situation géolocalisée, on va me suggérer via des applications de me diriger vers tel magasin de chaussures parce qu'il y aurait une promotion et un modèle qui supposé me correspondre. Donc c'est cela la vie algorithmique, c'est-à-dire le fait que nous ne cessons de diffuser des données qui sont diffusées, traitées par des systèmes de plus en plus sophistiqués et capables de comprendre nos supposés désirs, et donc d'opérer de plus en plus une pression sur nos décisions, sur la décision humaine. Et cela pose évidemment des questions juridiques, politiques, et qui ont une portée civilisationnelle. Oui, et c'est une extension en clair de l'idéologie libérale et capitaliste. Ça, c'est évident. C'est-à-dire que ce qui se passe, notamment via les applications, il se passe le fait que la récolte de données, de plus en plus, est exploitée en vue de nous offrir des services continuellement. Par exemple, la publicité ciblée sur Internet, en fonction des sites que nous visitons. Voilà, ou j'ai mieux encore en magasin, par exemple, la balance connectée, la maison connectée, que ce soit aussi le réfrigérateur à terme connecté. Ça suppose les villes connectées aussi. Les villes connectées. Les villes changent aujourd'hui en fonction de ces applications. C'est ça. Et donc, il y a une connaissance de plus en plus précise des comportements qui induit en retour l'offre de la suggestion de services ou de produits. Donc, par exemple, si je me pèse, un exemple tout simple, avec une balance connectée, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ces informations sont transmises, récoltées par des instances tierces qui, en retour, les traitent et peuvent me suggérer en retour, par exemple, en fonction de mes courbes évolutives, des compléments alimentaires ou un séjour à la montagne. Donc, qu'est-ce que ça suppose, ça ? Ça suppose une sorte de mise en service de tous les moments du quotidien. Et donc, une marchandisation de la personne, une intensification de la marchandisation de la vie. Et ça, c'est dans le meilleur des cas, parce que, justement, vous le disiez, quand on se pèse, quand on va uriner aussi, puisqu'il y a de l'analyse d'urine, ces informations, elles peuvent être envoyées, vous le disiez, à des tiers. Ça pourrait être une assurance, par exemple. Bien sûr. Qui pourrait dire, écoutez, là, vous pesez un peu trop, donc, soit vous payez plus cher notre assurance, soit vous partez. Il y a une espèce de contrôle social, quand même. Mais vous savez, vous parlez d'assurance. Il y a une formule que j'avais vue, que j'avais pas mise dans mon bouquin, parce que je l'ai vue plus tard. C'est effrayant, mais elle existe. C'est un slogan aux États-Unis, « Pay as you drive ». Payez tel que vous conduisez. Donc ça dit la connaissance des comportements. C'est-à-dire que, par exemple, là, mais plein d'autres dimensions sont à la même enseigne. Le coût de ce qu'on paye est modulé selon la conduite, c'est-à-dire le nombre d'arrêts, le nombre de kilomètres. Et cela suppose que tous les actes de conduite diffusent des données, sont traités et rendent possible une sorte de rapport personnalisé aux individus qui
qu'est-ce que ça suppose que l'on dit là? Ça suppose qu'il y a une intériorisation du suivi continu par des instances tierces. Donc c'est pour ça que quand on parle de surveillance, aujourd'hui nous atteignons une sorte de stade supérieur. Pour aller plus loin, on est peut-être dans le domaine de la science-fiction, vous allez me le dire, mais avec cette rationalisation de nos comportements, est-ce qu'on pourra dire un jour qu'un tel pourra être un criminel dangereux et qu'il vaudrait mieux l'enfermer par prévention? Est-ce qu'on pourra arriver à ce genre d'extrémité? On va dans un système totalitaire dans ce cas-là. Je pense que nous atteignons une dimension de soft totalitarisme, c'est-à-dire totalitarisme au sens de totalisant, c'est-à-dire de plus en plus tous les champs du quotidien individuel et collectif sont recouverts par des traitements de données, aussi bien la maison qui est connectée, vous parliez de la ville connectée, les lieux du travail avec des capteurs. C'est un contrôle quand même en permanence, on est espionné en permanence. Voilà, alors il y a un contrôle de plus en plus sophistiqué, une connaissance des habitudes, des comportements. Et c'est pour ça que je me permets juste une petite parenthèse par rapport à cette loi sur le renseignement dont nous avons beaucoup parlé en France. Ouais. Il était normal de s'indigner, de s'offusquer. Moi, j'étais évidemment parmi ceux-là. Sauf que moi, ce que je dis depuis quelque temps, c'est que c'est presque un conformisme aujourd'hui, un néoconformisme, de s'opposer au renseignement. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'attacher seulement au renseignement étatique, au renseignement gouvernemental, sans interroger nos propres usages et sans voir qu'aujourd'hui, la plus grande connaissance des comportements individuels est détenue par les compagnies privées. Et cela par notre assentiment et par notre conscience, et parfois avec aussi des effets de non-conscience, de non-lucidité. Donc ce contrôle des existences par les systèmes électroniques, il est tenu en premier lieu et aux avant-postes par ce qu'on peut nommer le monde numérico-industriel. C'est ce que vous appelez aussi le technopouvoir. Le technopouvoir. Vous citez Google, Apple ou Amazon. Voilà, c'est-à-dire le technopouvoir, il est mu par des ingénieurs aujourd'hui qui veulent écrire l'avenir, et qui veulent écrire le meilleur avenir, c'est le meilleur des mondes, et qui veulent dessiner le monde toujours pour notre bien, sans qu'il y ait puisque c'est un pouvoir qui interfère de plus en plus sur nos existences, sans qu'il y ait suffisamment, à mon sens, de contre-pouvoir, aussi bien de la part des citoyens que de la part des politiques et que de la part du législateur. Et donc cela nous pose des questions qui devraient faire partie de notre horizon j'ai presque envie de dire de lutte. Vous dénoncez justement dans le livre la naïveté des gouvernements qui laissent toute la place à ces entreprises, notamment en France. Il y a une vraie idéologie derrière toutes ces entreprises. Elle est claire, oui. C'est le capitalisme aussi. On l'a déjà dit, mais c'est vraiment ça. C'est l'intensification de la logique capitalisme, et dans le sens de transformer chaque séquence du quotidien en occasion marchande. Et au mépris aussi des droits sociaux. On en parlait un petit peu avant cet entretien. Oui, probablement. C'est-à-dire que, par exemple, il y a un système qui s'appelle Retail Link chez Walmart, qui repousse la décision humaine. C'est-à-dire que c'est le Walmart, vous savez, le géant de la distribution, qui passe commande, qui passe commande à des sous-traitants via des algorithmes, via des systèmes, et qui induit que toutes les actions humaines sont déterminées par des algorithmes. Donc, on voit bien que même dans les conditions du travail, le contremaître historique, a tendance à disparaître au profit de systèmes insensibles qui déterminent les conditions de travail. Et on peut dire que cela est à l'avenant pour quantité de moments de nos quotidiens. Alors, on le comprend, ce combat justement contre ce monde numérique, il ne passe pas par les gouvernements actuellement. Il peut venir d'où? De la société civile? Je le pense. En tout cas, il y a un manque de prise de conscience de la part des citoyens, vous l'avez dit aussi. C'est manifeste, parce que nous sommes tout de même placés sous le sceau de la séduction, des prothèses technologiques, sous la notion de désir. Voilà, sous le charme aussi des ergonomies fluides, agréables. Prenez un smartphone, c'est une merveille technologique qui opère de la séduction. Donc il est difficile d'avoir simultanément, j'ai envie de dire au même moment, des effets de conscience et de saisir ce qui se joue là. Or, je pense que nous sommes à un moment, aujourd'hui, je reviens sur cette affaire d'objets connectés, qui à terme va induire un témoignage intégral de la vie. C'est pour ça que dans mon livre, je parlais d'une journée imaginaire, qui est déjà presque celle de nos présents. Ouais. C'est-à-dire, c'est de plus en plus, du réveil, on n'en est pas loin, du réveil jusqu'à notre coucher, un témoignage, une connaissance, et être pressé, ça suppose d'être pressé par des compagnies à vouloir interférer sur la décision humaine. Et tout cela sous couvert d'interfaces séduisantes qui rendent difficile des prises de conscience de la part des citoyens. Est-ce qu'on n'est pas face à un asservissement assez subtil? Je le pense.
je le pense. Il ne faut pas diaboliser tout ce qui est relatif au numérique, mais il faut voir... Pas être technophobe, hein, c'est ce que faut pas je être veux dire. technophobe. En revanche, il faut être technocritique, technolucide et voir au-delà des services. Mais ça échappe à la plupart des gens aussi, parce que justement, c'est tellement compliqué pour une majorité de personnes dans le monde, justement, ces algorithmes. Voilà. Comment on fait pour faire prendre conscience aux gens de ces risques? Vous avez raison de souligner ça, parce que dans le numérique, ce qu'on ne dit pas suffisamment, c'est qu'il y a une part d'invisibilité. Quand nous parlons d'algorithmes, ce sont quoi? Des suites mathématiques, des suites de chiffres réglées par des ingénieurs ou des programmeurs, et qui ensuite vont contribuer à organiser nos existences. Or, cela, nous ne le voyons pas. C'est comme le moteur d'une voiture récente. Hein, on ne comprend pas grand-chose. On ne le voit pas. Et puis aussi, on a un discours qui est plutôt positif. On parle de révolution numérique que vous critiquez, justement. Oui. Et je pense que... En termes de storytelling, tout ça est très bien... Absolument. Il faut se méfier. Vous avez tout à fait raison de souligner ça. Je pense qu'il faut se méfier des discours, hein, et aussi des logiques de l'innovation actuelle. C'est-à-dire, les logiques de l'innovation actuelle, et notamment celle de la French Tech. Bon, nous sommes sur une télévision française supposée vanter les vertus de la France à l'étranger. Mais moi, je souligne, mais pas seulement la French Tech, aussi le modèle de la Silicon Valley. Il est basé pas exclusivement, pour une très très large partie, sur la mise en service, l'exploitation de la connaissance de nos comportements et la mise en service de l'intégralité de notre quotidien. Or, cela doit être dénoncé. Il y a d'autres vertus de l'innovation que de vouloir faire en sorte que nos actions se transforment en services qui doivent être suivis d'achats d'applications ou de produits. Et on voit bien que là, il y a une sorte de... Parce que vous parliez de capitalisme, d'une sorte d'acmé du capitalisme, mais sous des formes, parce que c'est... Inattendu, en tout cas. Inattendu, encore, je le redis, séduisante, et qui rendent possible, qui rendent quand même, somme toute, difficile la nécessaire prise de distance. Hein, et je pense que la technologie, aujourd'hui, doit s'inscrire relativement aux citoyens et sur le champ politique. Justement, dernière question, assez rapide. Est-ce qu'il ne faut pas dire aux gens que cette rationalisation des comportements, eh bien, ça les déshumanise, ça les objectifie un petit peu? Il ne faut pas leur dire ça? Je pense qu'en tous les cas, ça les objectivise dans le sens... Objectivise, pardon, oui. Oui, dans le sens où nous devenons tous des cartographies de données qui sont utilisées. Voilà, nous tous, nous transformons en équations récoltables par quantité d'instances tierces, qui agissent, qui jouent avec nos existences. Et je pense le moment est venu de ne plus être placé sous le seul sceau de la séduction, mais être sous le sceau de la prise de conscience et de l'action. On a entendu votre message, cette alerte. Merci Eric Sadin d'avoir été le grand témoin de 64 minutes. Je rappelle que votre livre, La vie algorithmique, critique de la raison numérique, est publié aux éditions L'Échappée. C'est un livre passionnant. Merci d'avoir été avec nous. Merci.